Chers collègues, qu'on retrouve sa place, parfait. Philippe. Je donne la parole à Martine. Merci Madame la Présidente. Donc, au final, notre groupe s'abstiendra sur ce budget, malgré des avancées, enfin malgré un certain nombre de choses qui vont vraiment dans le bon sens, en tout cas aux yeux des convictions qui nous animent, et malgré la qualité d'écoute et la prise en compte de certaines de nos propositions. Il reste des domaines où, notamment par exemple, le sport et la culture, où on note une amélioration, mais qui fait suite à des années de disette et qui ne revient pas à un niveau suffisant. Donc, ce sera l'abstention pour cette année. Ludo. Madame la Présidente, chère Christine, chers collègues, cap désormais sur 2018 avec notre projet CAP 25. Après de nobles débats, l'Assemblée départementale va passer maintenant donc au vote du budget que nous espérons bien sûr avec sérénité. Ce budget est solide, volontariste et ambitieux. Il offre assurément une large place à l'investissement qui est en nette évolution avec quasiment 74 millions d'euros. Investissement donc en faveur des EHPAD, modernisation des collèges, développement numérique éducatif, schéma départemental des usages numériques et j'en passe. Tous les postes budgétaires qui ont été passés en revue se présentent et se sont présentés à nous tel un teaser. Une bande-annonce d'un film désormais à l'affiche qui va mener le Doubs et ses habitants vers le progrès, l'épanouissement et une reconnaissance méritée. Je tiens à vous remercier, chers collègues, de la teneur et de la tenue des débats qui nous ont animés en commission et en assemblée. Je vous remercie au nom du groupe majoritaire toutes et tous, dans le respect de nos sensibilités et des approches parfois différentes, mais toujours constructives, qui nourrissent la bonne démocratie, celle qui vise toujours l'intérêt général au détriment des intérêts particuliers et des politiques de repli sur soi. Une nouvelle fois, au nom du groupe majoritaire, je tiens à vous redire, Madame la Présidente, à quel point nous sommes fiers de pouvoir proposer avec vous, à vos côtés, aux habitants du Doubs, aux structures, aux communes et aux EPCI, un budget de grande qualité, concret, pragmatique, au plus près des territoires et des habitants du Doubs. Merci à vous, bien sûr, chers collègues, Madame la Présidente, pour ces 2 jours de travaux, même s'il nous reste encore donc les rapports ponctuels donc à passer. Merci à vous pour cette session budgétaire. Merci Martine, merci Ludovic. Mes chers collègues, nous sommes arrivés au terme de l'examen de ce budget primitif. Tout le monde a pu s'exprimer et tout le monde s'est exprimé. Je crois que c'est intéressant aussi. Et le mot de la fin me revient avant de mettre ce budget au vote, même si j'ai bien entendu quelle serait votre position. J'ai pris beaucoup de plaisir à nos échanges, à la présentation de ce beau et bon budget. Le budget qui donne toute sa place à l'humain. Les uns et les autres, nous ne sommes pas des machines. Nous ne faisons pas la politique du chiffre, mais même si nous devons être responsables sur le plan financier, et nous le sommes. Je vous donnais ma conviction en ce début d'assemblée, un budget, c'est d'abord des visages, des situations, des personnes et les politiques pour répondre à ces enjeux. Nous avons un budget offensif sur le plan de nos projets, avec le positionnement de 254 millions d'autorisations de programme pour ce mandat, et sur le plan financier, avec le développement d'une gestion pluriannuelle et la maîtrise de nos indicateurs financiers. Nous avons un budget qui tient parole sur nos engagements CAP 25. Ne pas faire la politique du plus grand chiffre quand nous devrions faire la politique au meilleur chiffre. Voyez, avec un BP général en léger recul, ce que nous sommes capables de faire. D'un côté, diminuer la dette et les dépenses de fonctionnement. De l'autre, augmenter fortement l'épargne brute et les investissements. Pour y arriver, nous avons transformé notre collectivité de l'intérieur. Nous avons changé le logiciel de nos politiques. Les premiers résultats sont là, d'autres suivront. La dynamique CAP 25 est en mouvement.
Ce BP soulève de belles espérances. Je rappelle simplement qu'il dépend d'abord des choix courageux de ces 2 dernières années. Nous n'attendons pas la conjoncture et si nous l'attendions simplement, notre budget se contenterait d'augmenter. La conjoncture ne réforme pas les politiques. Réformer, prévoir, donner un cap, c'est notre mission. Et au vu de ce budget, je veux dire que c'est une réalité partagée. Partagée d'abord avec l'exécutif et la majorité départementale dans son ensemble. Pour cause, vous avez construit et porté CAP 25. Nous l'avons fait ensemble. Je tiens à vous en remercier. Quand il a fallu retrouver nos marges de manœuvre pour aller de l'avant, vous avez tenu la barre avec moi, sans brusquerie, mais sans louvoyer. Vous vous êtes approprié les enjeux du département, les dossiers de vos commissions ou de vos délégations. Je veux saluer la maîtrise remarquable de vos rapports pendant les différentes présentations. Cela représente beaucoup de travail, un fort investissement. Je suis une présidente exigeante, je le sais, mais je crois que ce niveau de maîtrise de nos dossiers, nous le devons à nos citoyens. Je sais que quand on connaît par cœur son sujet, la tentation de faire partager le plus longtemps possible la passion qui nous anime. Vous avez tous été concis, passionnés, précis. Je crois que chacun de nous a bien entendu les enjeux, les politiques et les perspectives. Je vous en remercie. Ce cap est aussi une réalité partagée avec la minorité. Je n'oublie pas votre mot d'introduction. S'il y a convergence, et le mot n'est pas de moi, c'est bien sur le cap. Aussi, permettez-moi de partager 3 remarques que je me suis faites. Première remarque, vous vous êtes tous approprié CAP 25. La meilleure preuve, ce sont les rapports que vous avez ratifiés et ceux auxquels vous ne vous êtes pas opposés. Concrètement, cela représente plus de 500 millions sur 541 millions. Le deuxième constat, malgré certaines réticences de juin dernier, nous nous sommes tous retrouvés pour adopter notre PAC. Rappelez-vous, en juin, je vous disais, nous en reparlerons au budget. Et puis, troisièmement et dernière remarque, nous avons instauré un climat de travail respectueux et constructif. Bien sûr, il est toujours difficile d'avoir l'unanimité, y compris dans un groupe. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous devons faire de cette enceinte un lieu de débat et d'écoute. Il y a toujours différentes perceptions des priorités, même lorsqu'on pense la même chose. Il y a toujours des sensibilités diverses dans une assemblée démocratique. Nous devons représenter non seulement des territoires, mais aussi leurs habitants et leurs préoccupations. C'est légitime. Cela ne doit pas nous empêcher d'aller de l'avant. Mais il y a une façon de concilier nos points de vue lorsqu'ils divergent. C'est de proposer de mettre une alternative sur la table pour pouvoir, en toute honnêteté, l'examiner et trouver le sens de l'intérêt général lorsque celui-ci fait débat. Et j'ai apprécié vos démarches de proposition au long de cette assemblée. Vous me permettrez un bémol. Vous le savez, les collectivités territoriales sont soumises à une règle d'or budgétaire. Nous sommes tenus de voter en équilibre le budget général et à l'intérieur de ce budget général, notre section d'investissement et notre section de fonctionnement. Aussi, une proposition qui augmente notre fonctionnement diminue nos investissements d'autant, à moins d'augmenter nos recettes, et je ne connais pas d'autre moyen pour cela que la fiscalité ou la dette. Or, vos propositions vont toujours dans le sens de la dépense. Affectation de nouvelles recettes aux EHPAD, nouvelle augmentation du point GIR, augmentation des crédits aux structures d'insertion, augmentation des aides avant expulsion pour le financement des CCAS, crédits sécurité routière et mode doux, et je pourrais continuer. Elles ne vont pas dans le sens de l'économie.
Alors, à mon tour de formuler une proposition. Notre collègue député Frédéric Barbier verrait sûrement où je veux en venir. Lorsque le gouvernement présente la loi de finances, tout amendement proposant une hausse de dépenses doit proposer au moins aussi des économies. C'est une petite discipline que nous pourrions adopter. Des plus, des moins, quand il y a des propositions. Elle nous permettrait sûrement de donner suite beaucoup plus facilement à vos propositions. Parmi vos propositions, toutes ne sont pas dans ce cas. Je pense à Rémi, qui demandait de faire de la lutte contre l'obésité chez l'enfant la grande cause départementale 2018. C'est un sujet préoccupant. Je crois que nous devons jeter toutes nos forces dans la bataille pour une bonne nutrition et nous le faisons et nous continuerons. Dans le fond, ce BP marque un tournant du mandat. Nous partageons l'essentiel, même si le jeu politique reste ce qu'il est. Je vous propose d'ailleurs de poursuivre nos travaux en commission. Toutes les commissions que nous avons proposées aujourd'hui, où chacune ou chacun d'entre vous pourront s'investir par rapport aux différents domaines que nous avons évoqués. Et là, je crois que nous ferons encore un grand pas. Ce BP nous invite à maintenir le cap. Vous l'aurez compris, nous n'allons pas relâcher nos efforts quand nous voyons les bons résultats de nos politiques. La réussite du département passe avant tout avec, je le rappelle une dernière fois, l'humain au cœur de nos politiques. Alors merci à vous pour ces débats, merci d'avoir apporté votre contribution. J'avais, jusqu'au dernier moment, pensé que vous pourriez voter ce budget avec nous. C'est un bon budget. Je sais qu'il divise chez vous, mais j'ai cru entendre, Martine, que pour cette année, donc, nous allons poursuivre notre action tous ensemble et on va se donner rendez-vous l'année prochaine à la même période pour pouvoir échanger, prolonger et se retrouver sur de nombreux sujets. En tout cas, merci à vous. J'associe bien sûr les collègues de l'exécutif, de la majorité, l'ensemble des collègues ici qui siègent dans cette assemblée, l'ensemble des services, mon cabinet, toutes les personnes qui ont contribué à ces 2 belles journées, je vous l'ai dit, de sérénité, de construction. Et le bateau, écoutez, il n'est plus à quai, vous l'avez compris, il est parti, on a lâché les amarres, alors on ne va pas ramer cette fois-ci, mais on va lever toutes les voiles et je pense que tout l'équipage, y compris la minorité, sera en capacité d'actionner les voiles et le gouvernail le moment venu. Je vous remercie et je vous propose de passer au vote. Alors, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Eh bien, écoutez, à la majorité, le budget est adopté et nous allons passer 2 rapports. Là, nous sommes sur la partie budgétaire. Il nous reste le rapport 406. Donc, sur le 406, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? À l'unanimité, je vous en remercie. Et donc, cette fois-ci, nous allons prendre les rapports ponctuels qui nous permettront, dès le mois de janvier, de pouvoir décliner nos politiques le plus rapidement possible, puisqu'ils découlent de notre budget qui vient d'être voté. Oui. Pardon. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est sur le 406. Le 406, oui, c'est moi, j'ai dit 405, 406.
L'inverse, c'est moi qui ai inversé. Oui. Non, bien entendu, vous n'avez pas voté. Le 405, on le vote. Vous le votez et le 406, vous vous abstenez. Voilà. J'ai fait un lapsus entre le 4... Non, non, n'ayez pas peur, ça sera bien confirmé comme vous l'avez fait, Je ne manipulais pas les deux dossiers 405, 406, vous l'avez compris, hein. Voilà. Tout le monde est bien d'accord par rapport à ça. Je vous propose de passer au rapport ponctuel. Alors, il faut que je reprenne ceux qui sont dans les ponctuels. La motion, c'est maintenant? Après la motion. À la fin de la séance, la motion. Je reprends juste mes petits documents, hein, mes chers collègues. Bon, allez. Voilà, parfait. Super. Alors, le rapport, premier rapport ponctuel, donc le rapport 107, maintien à domicile des personnes âgées. Annick? Oui. Merci, Président. Donc, il s'agit d'une convention de délégation de gestion entre le département du Doubs et le GIE-IMPA dans le cadre de la conférence des financeurs. Donc, vous savez que la conférence des financeurs est issue de la loi ASV, que nous l'avons mis en place dans le département le 1er juillet 2016 et qu'il est présidé donc par notre collectivité. Il s'agit de répondre aux besoins en matière de prévention de la perte d'autonomie sur différentes actions. Et les caisses de retraite proposent l'expertise de leur groupement d'intérêt économique, donc le GIE, dans un domaine qui est l'ingénierie du maintien à domicile des personnes âgées, ça c'est IMPA, via une convention de délégation de gestion pour lancer un appel à projet sur le sujet « Prévenir et lutter contre l'isolement social des personnes retraitées ». Donc le fait de signer cette convention avec eux permettrait de profiter de leur expertise dans ce domaine. Vous savez qu'une des missions que nous souhaitons mettre en avant dans cette conférence des financeurs, c'est justement nous préoccuper du bien-être de nos aînés et plus particulièrement de ceux qui sont les plus isolés. Ça, je crois qu'on a un grand rôle à jouer. Je vous ai parlé hier de l'allongement de l'espérance de vie. On a parlé beaucoup du maintien à domicile. Le corollaire de ce maintien à domicile, c'est qu'un certain nombre de personnes se trouvent en situation d'isolement. Et donc, nous souhaitons développer des actions par rapport à cet isolement-là. Donc, le seul axe qui serait pris en compte, ça porterait donc sur ce lien social. Et la Caisse des retraites et la Conférence des financeurs porteraient donc un appel à projet commun. Concernant les autres axes, ils resteraient réservés uniquement à la conférence des financeurs. Donc, on vous propose de leur déléguer cette action pour un montant de 50 000 €. Vous avez en annexe la convention qui serait assignée entre la conférence des financeurs et les caisses de retraite. Voilà, adopté à la majorité de la première commission. Majorité de la première commission. D'accord. Oui. Comme tous les rapports en général. Ok. Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions à l'unanimité? Je vous remercie. Le rapport suivant, le 106, Annick. Alors, il s'agit de l'hébergement en établissement pour les personnes handicapées. Il s'agit dans ce rapport de la signature d'avenant pour le contrat d'objectifs et de moyens pour l'ADAPI du Doubs et le CEPOM de l'association départementale de l'association d'hygiène sociale de Franche-Comté et de Solidarité Doubs Handicap. Ces trois contrats arrivent à échéance le 31 décembre de cette année. Et on voudrait procéder à leur prolongation donc, pendant l'année 2018, le temps d'engager une réflexion conjointe
pour déterminer des objectifs qui répondent pleinement aux ambitions déclinées dans notre projet CAP 25, à savoir permettre un maintien à domicile de qualité, fluidifier le parcours de vie des personnes en situation de handicap ou de dépendance, adapter l'offre médico-sociale, articuler les dispositifs d'accompagnement sociaux ou médico-sociaux en faveur des personnes handicapées, améliorer l'accueil et l'accompagnement des personnes en perte d'autonomie et optimiser les processus de contrôle de la dépense publique. Donc, on vous propose de proroger ces contrats donc, par voie d'avenant pour permettre le versement d'acompte jusqu'à la mise en œuvre des nouveaux CEPOM qui devraient intervenir au cours de l'exercice 2018. Donc, pour l'ADAPI du Doubs, qui gère 32 établissements sociaux et médico-sociaux, il s'agit d'un montant d'un peu plus de 27 millions d'euros. Pour Solidarité Doubs Handicap, qui gère 4 établissements sociaux et médico-sociaux, 3,2 millions d'euros. Et pour l'HS Franche-Comté, 7,7 millions d'euros. Voilà, aucune action nouvelle n'est inscrite dans ces avenants. Et vous avez les projets d'avenant en annexe de ce rapport adopté à la majorité de la première commission. Donc, y a-t-il, concernant ce rapport, des oppositions, des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Le rapport suivant, Annick. Alors, il s'agit de la participation au fonctionnement du groupement d'intérêt public, donc le GIP MDPH, la convention de gestion entre le département du Doubs et la MDPH. Donc, je vous rappelle que celle-ci est financée par le département, l'État, la CNSA, l'éducation nationale aussi, la DDCSPP, à des niveaux différents, soit par un apport financier, soit par la mise à disposition de personnel. Le montant annuel pour la MDPH de son budget est de 2 885 555 €. Jusqu'à présent, les moyens étaient mis à disposition par le département avec simplement une subvention d'équilibre. Les moyens mis à disposition concernent les moyens en matériel, logistique et ingénierie, des moyens en personnel aussi. Et donc un gros travail a été effectué sur l'année dernière pour cibler toutes les actions qui étaient en rapport donc, entre le département du Doubs et la MDPH. Donc, on vous propose dorénavant d'attribuer annuellement donc, à la MDPH un financement global qui s'élève à 1 281 930 €. La MDPH remboursant sur différentes lignes, et on l'a entendu ce matin dans les rapports, sur différentes lignes les montants correspondants. Voilà, vous avez en annexe aussi, en annexe 1, le tableau des recettes prévisionnelles de la MDPH et en annexe 2, le tableau des dépenses prévisionnelles de la MDPH pour 2018. En annexe 3, il s'agit de la convention de gestion qui nous lira et c'est un rapport qui a également été adopté à la majorité de la première commission. Demande de parole, opposition, abstention. À l'unanimité, je vous remercie. Le rapport suivant, le 110, Odile. Merci, Présidente. Ce rapport 110 est assez semblable au rapport 108 qui a été présenté par Annick Jacquemet. Donc, le CEPOM de la DDSEA arrive à échéance le 31 décembre 2017. Donc, il est proposé de poursuivre par un avenant en attendant la mise en place du prochain CEPOM qui devrait intervenir au cours de l'année 2018, même en début d'année 2018. Je rappelle que cette association est liée par un CEPOM avec le département, mais aussi avec la PJJ. Et la dotation globale commune aux différents établissements qui sont gérés par l'association, vous les avez à la page 2, correspond à près de 7 900 000 €. Ce rapport a été adopté à la majorité de la première commission. Opposition, abstention, à l'unanimité, je vous remercie. Le rapport suivant, Pierre.
Oui, Madame la Présidente, chers collègues, pour répondre à ma voisine, j'ai des rapports effectivement à présenter. Alors, ce rapport concerne l'actualisation du règlement intérieur des équipes pluridisciplinaires RSA. Je l'ai évoqué rapidement hier lors de la présentation et lors des questionnements que l'on a eus sur la gestion du RSA et l'orientation des allocataires. Le département du Doubs présente en son sein 4 équipes pluridisciplinaires, 3 EPD territoriales sur le Grand Besançon, PMA et le Haut-Doubs, une équipe pluridisciplinaire à vocation départementale concernant les travailleurs non salariés. Les règlements intérieurs de ces 4 PD datent de 2009, donc déjà un certain nombre d'années, et nous avons souhaité mettre à jour ce règlement intérieur, d'abord pour se mettre en conformité avec les différentes évolutions réglementaires, et puis aussi pour homogénéiser, harmoniser les procédures et les pratiques au sein des différentes équipes, harmoniser aussi les pratiques en matière de décision, et puis tout simplement, au bout de 8-9 ans de pratique d'équipe sur des territoires différents, on peut avoir des évolutions naturelles et humaines qui font qu'on s'éloigne parfois les uns des autres. Donc là, c'était l'occasion de se rapprocher et de redéfinir un certain nombre de règles. Je ne vais pas vous décrire l'ensemble du règlement intérieur, simplement vous préciser les modifications qui me semblent les plus importantes, concernant d'abord le périmètre du règlement, l'introduction des amendes administratives, qui était une évolution souhaitée par le département au cours de l'année dernière. Au niveau de la composition de ces EPD, plusieurs évolutions concernant d'abord la présence des allocataires. C'est une obligation légale et nous souhaitons que ceux-ci soient présents dans les 4 EPD avec une présence de 2 allocataires, une présence paritaire. Ça sera aussi une manière non seulement d'avoir un regard non pas de professionnels, mais cette fois d'allocataires, et puis aussi d'impliquer ceux-ci dans la gestion du RSA, la gestion de leur parcours, pas eux, parcours personnel, mais le parcours des autres bénéficiaires. La présence de Pôle emploi, la présence de l'Union départementale des CCAS, et ce, dans l'ensemble de nos EPD. Il y avait des pratiques qui pouvaient être différentes. Je ne reviens pas sur les spécificités, notamment de l'EPD TNS, mais c'est décrit dans votre rapport. Troisième modification importante, l'anonymisation des dossiers. Jusque-là, les pratiques étaient différentes d'une EPD à l'autre. Ce que nous souhaitons, c'est que chaque dossier soit examiné de manière anonyme. D'abord, c'est la loi. Et puis, c'est aussi une manière d'avoir un regard le plus juste possible sur les dossiers que nous examinons. Je vous rappelle que les objectifs des EPD, c'est de donner un avis sur l'orientation des bénéficiaires du RSA, on l'a évoqué hier, et puis de donner un avis, évidemment, sur les sanctions qui peuvent arriver pour ces allocataires, qui sont ensuite soumis à la présidente du département. Enfin, les modifications du règlement apportent une harmonisation des pratiques concernant l'introduction généralisée de la phase d'avertissement et puis une harmonisation sur les réductions de taux et les durées de ces réductions. Les pratiques étaient assez diverses. Finalement, le cadre réglementaire que l'on introduit donne plus de souplesse à l'ensemble des équipes, même si elles avaient ces souplesses jusque-là, mais la pratique a fait que, on était parfois un peu figé sur certaines durées et certains taux. Donc voilà, c'est une manière d'harmoniser le travail sur l'ensemble du territoire. J'ai aussi proposé que l'ensemble des équipes techniques puissent se voir régulièrement pour ne pas trop s'éloigner dans la pratique. Et puis je pense qu'entre les 4 présidents, que sont Virginie Chavet, Florence Rochebeau, Alain Loriguet et moi-même, on pourra aussi se rencontrer pour échanger sur notre manière de proposer des décisions aux EPD. Voilà le contenu de ce rapport 111. Merci Pierre. Je le passe au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Le rapport suivant, 112, Pierre. Oui, le rapport 112, je vais être assez rapide puisque je l'ai développé lors de la présentation budgétaire. Il s'agit
d'ores et déjà d'individualiser une partie du budget insertion que nous venons d'adopter concernant le fonds départemental d'aide aux jeunes à destination du gestionnaire de ce fonds, le Centre régional d'information jeunesse. Donc nous individualisons les 120 000 euros que nous avons prévus pour l'année 2018. Voilà. Pas de commentaires particuliers, pas d'opposition, d'abstention. À l'unanimité, je vous remercie. Nous passons au rapport suivant, le rapport 113. Jacqueline. Merci. Il s'agit donc de la création de la maison départementale de l'habitat qui rentre dans le cadre du projet départemental CAP 25. L'objectif étant de renforcer les outils de coordination et d'animation pour une politique dynamique en faveur de l'habitat et du logement, et donc de créer un guichet unique par le rapprochement du CAUE et de la DIL. Donc pour l'information, le Conseil des usagers sur l'habitat, le logement, l'architecture et l'énergie, ainsi qu'un centre de ressources au service des particuliers et des élus qui sont donc acteurs du développement local. Il s'agit d'optimiser les moyens alloués aux deux organismes par une mutualisation de leurs locaux et de certains personnels et par la mise en place d'un SIG, service d'intérêt général, qui sera soumis donc à des obligations de service public. Ceci pour répondre davantage aux sollicitations d'un accès à un service public plus performant et plus réactif. La création de ce GIP étant la seule voie pertinente pour rapprocher les organisations et les activités tout en conservant les financements. Donc au niveau des étapes, il y aura donc la validation des statuts du GIP par les AGE donc de la DIL, ça c'est fait, et donc par le CAUE, avec la transmission pour approbation au préfet de la convention constitutive du GIP début 2018, avec au départ une mise en place d'une gouvernance restreinte donc par le département et les deux associations donc lors de cette première phase de déploiement, et puis à terme l'intégration de nos financeurs et notamment des collectivités territoriales. La mise en place donc du mandatement direct SIG assure une sécurité des deux associations au regard du droit européen, avec donc une montée progressive du portage par le GIP et la contractualisation en SIG, qui va permettre de pérenniser, de renforcer, de sécuriser le financement des missions et de rehausser la qualité du service en pérennisant ce que considère de manière très importante la gratuité. Donc le fonctionnement, la convention constitutive du GIP permet de légitimer la mutualisation des moyens, l'organisation commune de la réalisation de ces missions, avec un conventionnement direct avec les financeurs, donc en janvier 2019, et une mutualisation des moyens et des locaux avec donc un site unique qui sera donc à Fort-Griffon et la création d'un portail d'information avec une centralisation des données informatiques du logement et de l'habitat. Donc ça sera aussi à mettre en place. Donc avec un calendrier en janvier donc 2018 lancement opérationnel. En année 2018, donc progressivement montée en puissance du GIP avec le regroupement des deux associations, l'élargissement de la gouvernance, l'organisation évidemment du travail coordonné entre les équipes. Il y a beaucoup d'attentes, beaucoup de projets qui seront communs à créer, une belle synergie et avec une prise en charge progressive des financements. Et début 2019, un élargissement du champ d'action du GIP avec le conventionnement avec tous les financeurs. Il s'agit donc d'approuver la convention constitutive de cette maison départementale de l'habitat qui figure donc en annexe du rapport et d'autoriser Madame la Présidente à signer au nom de la collectivité cette convention. Merci. Merci Jacqueline. Donc pas d'opposition, d'abstention. À l'unanimité, je vous remercie. Le rapport suivant, nous avons terminé pour la première commission. Nous passons à la deuxième commission. Virginie, rapport 206, affectation des autorisations de programme. Dans le cadre du plan numérique éducatif, il s'agit d'affecter une autorisation de programme de 420 000 euros pour l'acquisition d'éléments d'infrastructure serveur 180 000 euros, une acquisition de postes de travail pour 200 000 et des études voix, données, images et Wi-Fi pour 40 000 euros.
Voilà le projet de délibération, Madame la Présidente. Pas d'opposition, pas d'abstention, à l'unanimité, c'est parfait. Le rapport... As-tu une prise de parole, David, sur ce rapport? 206. Alors, vas-y. Écoutez, pas d'affolement, juste une remarque effectivement sur le numérique éducatif. Je ne pourrais qu'insister sur le fait que je tiens personnellement, mais je crois comme beaucoup de collègues élus conseillers départementaux ici, à ce qu'on ait vraiment une approche nette et précise des travaux indispensables pour les collèges, parce que le numérique éducatif, on peut équiper autant qu'on veut de Wi-Fi, de tablettes, les collèges, etc. Tant qu'on a un réseau qui est largement insuffisant, ça ne fonctionnera pas. Et je le rappelle, je sais que vous l'avez pris en compte, mais nous avons le problème sur mon canton au niveau du collège Jean Bohin et du collège des Hauts-de-Vigne de Seloncourt. Je sais que Numérica est venu, mais je veux signaler par là toute l'urgence du raccordement, parce que beaucoup de communes font le travail sur les écoles primaires d'avoir raccordé à la fibre quand ils l'ont pu, les établissements primaires, et l'intérêt du numérique éducatif, c'est qu'il y ait une vraie continuité, c'est-à-dire que les enfants qui découvrent le numérique éducatif au primaire puissent ensuite faire perdurer cet apprentissage sur les collèges qui sont de notre compétence. Et pour le coup, on s'aperçoit qu'il y a une vraie rupture à ce niveau-là, que quelque part, je ne veux pas dire qu'on met la charrue avant les bœufs, parce qu'on peut équiper, quoi qu'il en soit, les collèges avec des tablettes, mais si je prends l'exemple de Jean Bohin, aujourd'hui, vu l'état du réseau et du débit proposé, en tout cas, la vraie difficulté, c'est de connecter autant de tablettes, et ça sature très rapidement le réseau. Donc on sait que sur certains collèges, on a la fibre qui passe pas loin, on sait que les études sont faites, mais j'aimerais une fois de plus insister sur l'urgence, à nos yeux, enfin à mes yeux en tout cas, de raccorder ces collèges pour que puisse justement perdurer cette notion de numérique éducatif que les communes ont fait rentrer au niveau de leurs écoles primaires. On est tous préoccupés par cela, hein, pour qu'il n'y ait pas de discontinuité entre le maternel primaire. Bon, on a eu un débat très important hier concernant notamment Seloncourt. Hein. Moi, je vous rappelle que c'est un zone AMI et que nous essayons de trouver des solutions. Hein. Mais la zone AMI est la zone AMI, donc il faut quand même regarder et interroger là où il faut interroger. Mais si nous pouvons être, comment dirais-je, acteurs pour pouvoir avancer beaucoup plus rapidement, ce que nous faisons souvent, hein, même en zone AMI, hein, vous le savez, ce qu'on avait essayé avec Numérica. Bien entendu, on est très attentif à cela. On avait voté le rapport, je ne sais plus. Oui, je crois. Hein. Donc le rapport suivant, Virginie, sectorisation avec une note au rapporteur. Merci Madame la Présidente. Vous aviez dans le rapport 201 les effectifs des collégiens à la rentrée 2017. Ceux-ci, vous l'avez vu, ont augmenté de 300 dans le département, dont la moitié seulement sur le secteur du Pays de Montbéliard. La projection des effectifs jusqu'à 2021, établie à partir des constats faits, après les constats faits, une mise en tension du secteur nord de Pays de Montbéliard agglomération et sur le secteur de Besançon-Planoise. Nous avons deux situations de sureffectif par rapport aux capacités d'accueil de nos collèges, qui ne peuvent plus être absorbées par des adaptations raisonnables du bâti. Cela concerne plus précisément le collège Jouffroy-Daban à Sochaux, pour le secteur de Montbéliard, et le collège d'Hydro à Besançon. Donc nous avons travaillé ensemble, comme je l'ai dit hier, pour présenter des hypothèses au CDEN. Les réunions à laquelle ont participé les conseillers départementaux concernés se sont tenues le 8 novembre pour le secteur de PMA, au cours de laquelle nous avons travaillé sur des hypothèses, ont été présentées des hypothèses de travail, et nous avons retravaillé ces hypothèses de travail au cours de cette réunion. Et le 20 novembre pour le secteur de Besançon. Le CDEN, qui a été chargé d'examiner les modifications de sectorisation qui ont été envisagées pour la rentrée 2018 et 2019, était convoqué le vendredi 8 décembre dernier. Faute de quorum, celui-ci s'est réuni de nouveau le mercredi 13 décembre. L'avis du CDEN du 13 décembre 2017 sur les modifications de sectorisation pour les rentrées 2018 et 2019 étaient les suivantes.
Au niveau de la modification de la sectorisation des collèges de Sochaux et d'Étupes à la rentrée 2018 et du collège d'Audincourt à la rentrée 2019. Pour l'hypothèse numéro 1 pour la rentrée 2018 et 2019, les modifications de la sectorisation rattachant à compter de la rentrée 2018 les élèves d'Exincourt, non plus au collège de Sochaux, mais à celui d'Étupes, et à compter de la rentrée 2019, les élèves de la commune de Taillecourt, non plus au collège d'Étupes, mais au collège Jean-Boin d'Audincourt, ont rencontré 14 voix contre. Pour l'hypothèse numéro 2 qui a été proposée au CDEN pour les rentrées 2018 et 2019, la mise en place d'une sectorisation partagée à compter de la rentrée 2018 pour les collèges de Sochaux et d'Étupes, au titre de l'article L213.1 du Code de l'éducation, avec rattachement à compter de la rentrée 2019 de la commune de Taillecourt, non plus au collège d'Étupes, mais au collège Jean-Boin d'Audincourt, 14 voix pour. Madame Duvernois, conseillère départementale, a attiré l'attention sur la situation de certains élèves de Taillecourt qui, en raison de leur domiciliation proche d'Étupes, devront utiliser les transports en commun pour se rendre au collège d'Audincourt. Pour la modification de la sectorisation des collèges de Planoise, Diderot et Voltaire, à la rentrée 2018, la définition d'un secteur unique de recrutement à la rentrée 2018 pour les deux collèges de Planoise, soit Diderot et Voltaire, au titre du même article cité précédemment, l'article 213.1 du Code de l'éducation, 14 voix pour et 0 d'abstention, 0 voix contre. Voilà. Il vous est proposé aujourd'hui de valider les hypothèses qui ont été travaillées au sein du conseil départemental et qui ont émis les avis que je viens de vous donner par le CDEN. Merci. Alors là, il va y avoir un petit peu de prise de parole. Allez, David Barbier. Merci Madame la Présidente. Que dire de ce rapport? J'ai rencontré en compagnie du député Frédéric Barbier, les parents d'élèves de Taillecourt, et vous avez été destinataire d'un courrier vendredi soir, vous relatant la teneur des discussions que nous avons avec les parents d'élèves. Je suis surpris pour le moins qu'on attache une telle importance sur les élèves de Taillecourt, puisqu'ils seraient au nombre approximativement de 12, et qu'en parallèle, on leur fasse effectuer un tel mouvement. Un tel mouvement parce qu'aujourd'hui, les élèves de Taillecourt ont 5 minutes à pied à effectuer pour monter sur le collège Paul Langevin d'Étupes. Et si je peux entendre qu'à un moment donné, on doit revoir les effectifs de chaque collège, les élèves de Taillecourt pèsent pour 12 à 13 personnes. Vous avez des détails dans ce courrier, hein, effectivement, que certains élèves peuvent rentrer de par la proximité du collège Paul Langevin à leur domicile le midi, ce qui, pour le coup, est une source d'économie également pour les parents. Sans dire également qu'au niveau de la ville de Taillecourt, il y a des partenariats qui sont dressés avec le collège Paul Langevin dans la continuité éducative, et que pour le coup, affecter ces élèves autre part mettrait fin à ce type de partenariat. J'ajouterai également qu'on peut penser ce qu'on veut du réseau bus du pays de Montbéliard, mais quand les élèves de Taillecourt ont 5 minutes à faire à pied pour rejoindre le collège Paul Langevin, ils auront demain à prendre un bus qui devrait les emmener logiquement sur Étupes et ensuite pour revenir sur Audincourt. Enfin, c'est quelque chose d'assez curieux. Alors j'aurais pu entendre si effectivement l'impact, ou en tout cas les effets désirés de soulager le collège Paul Langevin d'un nombre important d'élèves avait été retenu, que ce soit une solution choisie. Or, je le redis, pour 12 élèves, j'ai du mal de comprendre cette logique. Je m'y oppose personnellement parce que je ne vois pas quel est l'effet obtenu. Voilà, je comprends de vouloir redessiner les choses, je comprends dans l'attente du collège qui verra jour en 2022 qu'on puisse avoir une réflexion. Aller bouger quelque chose qui d'une ne porte pas d'effet et de deux apporte plus de désagréments pour les élèves et les familles, j'ai vraiment beaucoup de mal. Donc moi, sur un sujet comme celui-là, je le dis clairement, je suis opposé à cette ou ces propositions-là concernant les élèves de Taillecourt. Voilà.
de par les faits, hein, très clairement. 12 élèves qui aujourd'hui sont d'une proximité absolue avec le collège. Ça arrange les familles d'un point de vue coût, d'un point de vue transport, de tout ce qu'on veut. Et là, pour le coup, on crée beaucoup plus de problèmes. Et je pense que dans nos réflexions, vu le nombre d'élèves, je le redis, pensons toujours à l'intérêt de l'enfant. Et quand on s'apprête à prendre une décision comme celle-là, je ne suis pas persuadé que c'est ce qui nous guide, malheureusement. Juste 2 points de précision. Hein. C'est 12 élèves, mais c'est 50 élèves en finalité, hein, parce qu'on n'a pas, comment dirais-je, travaillé sur une année. Hein. On part sur le cycle complet, hein, puisqu'il faut bien, partir sur les chiffres. Tous ces éléments ont été travaillés majorité-minorité ensemble. Hein. Et la sectorisation telle qu'elle a été préconisée, qui est un avis consultatif de la CDEN, c'est l'éducation nationale qui prendra les décisions par rapport aux affectations des classes. Nous avons pris nos responsabilités par rapport à la capacité qui n'était pas possible d'intégrer dans nos collèges. Hein. Donc on a travaillé avec, bien entendu, la minorité et la majorité. J'ai moi-même travaillé avec l'inspecteur d'académie et le recteur, hein, je l'avais dit à nos collègues. Florence et Virginie ont fait plusieurs réunions là aussi. De toute façon, si on ne prend pas en compte ces 12, mais qui sont 50 en finalité du cycle, les 2 autres établissements sont en sureffectif à terme. Donc c'est vraiment une réflexion, c'est pas une réflexion à la petite semaine d'une année, c'est une réflexion sur le long terme, justement pour ne pas redéplacer les enfants au fil de la scolarité, 6e, 5e, 4e, 3e. C'est comme ça qu'on a abordé le sujet, avec l'ensemble des tableaux, l'ensemble des prospectives. On a beaucoup travaillé sur le nombre d'élèves. Hein. Au début, les tableaux, on les a revérifiés, chacun avec les chiffres et la pertinence par rapport à leur engagement dans les conseils d'administration. Et puis, ce sujet-là de Taillecourt, il sera traité en 2019. Hein, en 2019, puisque pour l'instant, on est en train de regarder sur 2017 les 2 sujets qui nous préoccupent, Sochaux et Loup-Blazer, hein, où là, nous avons des difficultés immédiates. Mais nous n'avons pas voulu traiter uniquement 2017, nous nous sommes projetés sur les années à venir pour essayer de trouver la meilleure solution possible. Et il n'est pas dit aujourd'hui qu'ils seront affectés en 2019 sur tel ou tel collège. Moi, je ne sais pas qui, là où l'inspecteur d'académie va prendre telle classe, il y a une sectorisation qui pourra être faite différemment. Je passe la parole à Magali. Oui, merci Madame la Présidente. Effectivement, c'est un secteur que je connais bien, puisqu'originaire d'Étupes, j'ai été moi-même scolarisée au collège d'Étupes et j'habite Exincourt. Donc effectivement, et ce qui a été dit, c'est que les enfants de Taillecourt sont souvent et habitent plus près du collège, puisque le collège est rue de Taillecourt, donc ils habitent plus près du collège que certains enfants d'Étupes. Donc effectivement, je l'avais signalé au CDEN en disant que pour moi, c'était aussi absurde de déplacer les enfants de Taillecourt que si on demandait aux enfants d'Étupes de ne pas aller au collège d'Étupes. Donc voilà, pour situer, parce que c'est vrai que pour les Bisontins, l'urbanisme du pays de Montbéliard peut être un petit peu particulier et la proximité peut être différente. Simplement, nous avions fait une proposition et je crois que j'ai eu une oreille attentive de la part de M. Fagot et de Mme Chavet, mes collègues, sur le fait que jusqu'à présent, on raisonne en termes de communes.
Et l'affectation se fait par commune. Et ce que nous avons proposé avec mes collègues, c'est que cette affectation ne se fasse plus par commune, mais par école. Et ce que j'expliquais, c'est que Exincourt, par exemple, est partagé. Vous avez une rue, la rue des Mines à Exincourt, où un côté c'est Audincourt, l'autre côté Exincourt, et les enfants d'Exincourt vont au collège, à l'école d'Audincourt, et il me semblerait logique qu'il y ait cette poursuite. Inversement du côté de Taillecourt. Donc c'est pour ça que nous avons véritablement, et je pense que le département peut porter sa voix, notamment auprès des services académiques, en engageant une réflexion par école. Ça me semble vraiment très important, et plutôt que raisonner par ville, une réflexion par école. Oui, merci. Je ne reviens pas sur ce qui a été dit, naturellement. Simplement, tout était engagé donc, lors des orientations budgétaires à nous consulter, ce qui a été fait. Donc, merci pour cette promesse tenue. Simplement, on a beaucoup cherché ce jour-là des solutions pour rééquilibrer le collège de Sochaux, pour essayer d'amener un maximum de mixité sociale sur ce secteur. On va le dire comme ça, on est arrivé à un constat d'échec, on n'a pas réussi clairement ensemble à le faire. Donc on a confié à l'Éducation nationale la tâche de le faire. J'espère qu'elle va réussir mieux que nous. Je pense qu'en fait, on a manqué de temps. Très simplement, on aurait peut-être pu, si on avait eu d'autres rencontres, mais on ne pouvait pas matériellement, puisqu'il fallait que le CDEN se réunisse avant le 10 décembre. On a manqué de temps. Je pense qu'il y avait peut-être des formules à trouver, sans doute en séparant effectivement les élèves d'une même commune, en cherchant à travailler sur les rues, ce qu'a dit Magali. Mais voilà, donc j'ai trouvé que notre formule, c'était pas un dégagement en touche, mais c'était dire, ben voilà, il y a un texte qui existe, le L je ne sais trop quoi, qui nous permet de dire, ben, Éducation nationale, faites le boulot. Ça me convient qu'à moitié, mais ça correspond au constat d'échec qui a été le nôtre collectivement le jour où on s'est réunis. Donc voilà, j'espère que l'Éducation nationale va y arriver. Et puis juste un petit point de détail, tout à l'heure, tu as dit on travaille sur le secteur de Sochaux et de Loup-Blazer. Je pense que tu voulais dire Diderot à la place de Loup-Blazer, parce que là, il n'apparaît rien sur... Voilà, ça va. Par contre, le chantier est ouvert, parce qu'à l'avenir, il y aura d'autres collèges sur le pays de Montbéliard, mais peut-être aussi ailleurs, qui vont se trouver en difficulté. Donc, il faudra qu'on continue à travailler ensemble, si tu le veux bien. Vous avez bien compris que sur le domaine de sectorisation, hein, vous y êtes cassé les dents bien avant nous. C'est un problème récurrent sur le pays de Montbéliard. On va parvenir sur les établissements qui ont été mis en place ou pas en place. Il y en a déjà qui sont en sous-capacité alors qu'on vient de les inaugurer. Bon, voilà, c'est comme ça. Il y a une situation, on prend une situation qui est comme ça. Il faut trouver des solutions. Moi, je ne pense pas qu'on botte en touche par rapport à l'éducation nationale. Moi, je crois que chacun a ses prérogatives. Nous avons nos prérogatives d'accueil par rapport à des effectifs, par rapport à des locaux. L'éducation nationale, avec quand même cette loi concernant la mixité, les propositions qui nous avaient faites, que je vous ai communiquées d'ailleurs, faisaient beaucoup moins de mixité que ce qu'on proposait nous-mêmes. Donc j'ai envie de vous dire que si on veut être en conformité, et ils ont quand même un ministre de tutelle, me semble-t-il, eh bien écoutez, qui répartissent au mieux par rapport aux effectifs, par rapport aux différents éléments. Moi, je crois en l'éducation nationale, je vous l'ai dit. Il y a des ministres, vous êtes plusieurs dans la profession, d'ailleurs, vous étiez plusieurs dans la profession. D'ailleurs, ce jour-là, j'avais en face de moi Martine, Rémi et Noël. Donc des gens qui savaient parfaitement de quoi ils parlaient par rapport aux enfants, par rapport au rythme, par rapport à tout cela, avec
si on peut se permettre, l'expérience que nous avions les uns et les autres par rapport à nos mandats de maire, où nous avons là aussi beaucoup travaillé par rapport aux effectifs, par rapport au rythme scolaire, par rapport à la vie de l'enfant. Je crois qu'on était, plus les avis techniques très importants du conseil départemental, nous étions bien là sur une approche pour trouver, on était sur du cousu humain, hein. Bon, ben, le cousu humain, c'est pas toujours évident, il y a des fois, on perd le fil, hein, sort du chat, là, hein, de l'aiguille, c'est pas facile. Voilà, on avait demandé donc de repousser le premier CDEN, chose que nous avons fait. Et il faudra, puisque vous siégez les uns et les autres au CDEN et que nous avons un travail à faire ensemble, émettre tout cela. Moi, je pense que cette zone intercollège, elle est intéressante et elle ne nous exclut rien. Voilà, moi c'est ça, l'avantage que j'y vois, c'est qu'elle n'exclut rien et on peut peut-être travailler beaucoup plus finement que collège par collège, parce que collège par collège, ça fait des blocs. C'est pour ça qu'on vous avait proposé cet intercollège, ça permet, c'est vrai que d'une rue à l'autre, on n'est pas en configuration rurale, hein, et puis il y a toutes les départementales, est-ce qu'ils chevauchent, c'est pas tout plat, hein, la carte, je le sais bien, hein, on ne sait pas seulement passer une rue, souvent c'est tout un détour, alors que sur ce domaine-là, on peut le faire. C'est vrai qu'on s'est attaché très rapidement pour 2017 parce qu'il y a plus de 150 gamins qui sont là, hein. Et de façon qui n'était pas prévisible, hein. 150 gamins d'un coup, vous imaginez bien qu'on ne peut pas traiter ça de façon différentielle. Donc, voilà, moi je pense qu'il faut faire... Oui, je te donne la parole, Noël. Je pense qu'il faut faire confiance. On a déjà beaucoup travaillé les uns et les autres. Au fil de l'eau, il peut revenir encore... vous savez, je prends souvent un plan, moi, avec des rues, et puis je regarde un petit peu ce que ça donne, parce que c'est souvent ça qui nous donne un peu le bon sens de tout cela. Noël. Par allonger le débat, simplement insister sur ce que dit Magali. École, parce qu'il y a deux notions à prendre en compte. Les gamins qui sont ensemble dans la même école et vont se retrouver dans le même collège, oui. Et la notion de cycle. Oui. CM1, CM2, 6e. Donc, à un moment donné, on ne peut plus travailler en commune, mais bien par école. Et je crois que la solution sur le pays de Montbéliard, elle est vraiment là. Et j'insiste sur ces deux dimensions-là. C'est essentiel et je crois que c'est la solution. Moi, je ne pense pas qu'on ait botté en touche en donnant à l'éducation nationale, puisque c'est l'État qui a émis l'article 20. Donc, la mixité, c'est normal, c'est la règle du jeu, mais je pense qu'il y a des éléments de concertation et d'information qu'on peut apporter, je pense, au service de l'éducation nationale. Ces deux éléments-là sont fondamentaux à notre regard. Voilà. C'est intéressant d'apporter toutes ces visions, toutes ces réponses ou nos réponses, mais au moins qu'on puisse les étudier. Virginie. On en a parlé avec Magali après la CDEN. On a bien travaillé, quand le 8 ou le 9 novembre, on a bien travaillé en termes d'école. Effectivement, c'est essentiel compte tenu des nouveaux cycles de l'éducation nationale qui inclut la 6e maintenant dans le cycle 3. D'autre part, je voulais dire aussi qu'on a une particularité sur le pays de Montbéliard, c'est qu'on a des communes très, très étendues, qui n'ont rien à voir avec quelque chose que je connais aussi très bien, puisque je suis byzantine, Besançon. Donc nous avons des communes très, très étendues. Taillecourt touche aussi Audincourt. Voilà. Je voulais simplement dire que aussi, il avait été dit à cette réunion que c'était en 2019. Je vais être positive
Et je vais dire qu'on peut peut-être travailler avec le Pays de Montbéliard pour justement prévoir ensemble le transport de ces enfants. Faire en sorte que, voir comment est-ce que ça peut s'améliorer dans l'ensemble des dysfonctionnements qui existent peut-être à l'heure actuelle. Voilà. Parce que... Et excusez-moi, la dernière chose, concernant le partenariat qu'il y a avec ETUP au niveau du collège avec ETUP et l'école de Taillecourt. Bon, je connais bien le directeur de Taillecourt qui travaille beaucoup avec l'informatique, les moyens numériques, etc. Nous, on a rencontré aussi les principaux des collèges. Le principal de Daincourt, qui est lui aussi très présent sur le volet numérique, et je l'ai vu à certaines manifestations sur Pays de Montbéliard Agglomération qui ont été données, notamment à Caton, dans laquelle une classe justement de Daincourt a gagné un prix, est prêt tout de suite à prendre contact avec le directeur pour travailler avec eux en partenariat. Et là aussi, il y aura continuité. Pour que je comprenne bien, parce qu'il y a quelque chose qui m'échappe, la proposition sur... nous, on a bien travaillé par école, mais vous, ça serait couper une école pour l'affecter sur 2 collèges? Non, hein, c'est pas ça. Hein. C'est que jusqu'à présent, les affectations se passent par commune et pas par école. Oui, mais là, on a travaillé par école. Non, les affectations à la fin, elles se font par commune. C'est-à-dire que des enfants qui suivent toute une scolarité à l'école d'Audincourt, des Forges, ou des enfants d'Exincourt, des enfants d'Exincourt, qui suivent toute une scolarité à l'école des Forges à Audincourt, ou qui suivent, parce que c'est ce que je redis, c'est le même souci, ils sont à 50 mètres à pied de l'école de Taillecourt, ils sont à 2 km de l'école d'Exincourt. Donc ces enfants-là qui ont suivi toute leur scolarité à l'école de Taillecourt, on leur dit à l'heure actuelle, et je le sais, enfin voilà, vous n'irez pas au collège d'ETUP comme vos petits copains de Taillecourt, vous irez au collège de Sochaux. Et demandez au rectorat, il y a énormément de demandes de dérogation pour ces enfants-là, soit pour aller à Audincourt, soit pour aller à ETUP, pour qu'ils suivent en gros leurs copains de l'école. Et ce qu'on demande véritablement, c'est qu'on suive les vœux des parents, c'est-à-dire que les enfants qui sont à l'école des Forges à Audincourt, d'Exincourt, continuent avec leurs copains et n'aillent pas à Sochaux, que ceux qui, à Exincourt, vont à l'école de Taillecourt, aillent au collège d'ETUP comme leurs copains de Taillecourt. Et que le reste de la cohorte d'Exincourt, eh bien, ils aillent à Sochaux, et effectivement, après, le recteur se débrouille pour avoir de la mixité en voyant une autre école. Mais vraiment, ce qu'on demande, c'est à travailler finement et apprendre par école. Et à l'heure actuelle, je pense que M. Fagot peut confirmer les propos, les affectations se font bien par ville et pas par école. Voilà. Écoutez, moi ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ça de façon le plus finement possible, hein, avec toutes les remarques qui ont été apportées aujourd'hui. On a encore un tout petit peu de marge de manœuvre, c'est 2019, hein, pour affiner tout cela. D'accord? Ok, on continue de travailler ensemble là-dessus. Hein? Très bien. Voilà. Tu étais au bout de ton rapport? Oui. Donc je propose qu'on le passe aux voix. Donc y a-t-il des oppositions? Des abstentions? À la majorité, le rapport est adopté. Alors, le rapport suivant, 208, Ludovic. Merci. Donc sur le rapport 208, donc il a pour objectif de fixer les conditions de fonctionnement donc de la librairie boutique donc du musée de Courbet, dont le département reprend la gestion en direct à partir de mi-janvier, avec l'appui donc de l'EPCC de la Saline Royale d'Arquesnan. Donc il faut dans le cadre de ce rapport, donc c'est de permettre l'ouverture de cette librairie avec les modalités qui sont portées dans le rapport 208. Donc ce rapport a été adopté à l'unanimité de la commission.
Je pense qu'il est à l'unanimité de l'Assemblée, pas d'opposition, d'abstention. Je vous remercie à l'unanimité. Le rapport suivant, le 209. 209, donc sur la lecture publique avec le catalogue collectif. Donc la médiathèque départementale entretient et développe une collection donc, de documents multisupports, donc livres, CD, DVD, et qu'elle prête gratuitement aux communes et communautés de communes disposant donc de bibliothèques ouvertes à tous les publics, leur permettant ainsi de développer et de diversifier leur offre. Donc dans le projet de recensement numérique des collections des bibliothèques du Doubs inscrit donc notamment dans le cadre du programme CAP 25 le rassemblement donc de ces 3/3 en une seule collection accessible à partir donc du portail de la médiathèque départementale, donc qui permettra à l'ensemble de la population d'avoir accès à l'ensemble des collections des bibliothèques du réseau donc de la médiathèque départementale. Donc le projet dont les crédits nécessaires à sa réalisation ont été inscrits donc lors du BP 2017 de la collectivité peut faire l'objet donc d'un soutien de la part de l'État et donc ce rapport est construit en conséquence pour pouvoir bénéficier donc de l'accompagnement de l'État. Rapport adopté à l'unanimité de la commission 2. Il est de l'Assemblée à l'unanimité, pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Le rapport suivant. Donc c'est une déclinaison de ce qu'on a pu aborder dans le cadre donc du BP 2018, donc au niveau des archives départementales qui entameront donc dès l'année prochaine donc la mise en ligne de l'état civil ancien donc des communes du Doubs, la numérisation de l'ensemble des actes des 600 communes qu'a compté le département du Doubs devant prendre de très nombreuses années. Donc il est proposé que le site des archives départementales donne accès non seulement aux images produites par les archives, mais à des informations d'ores et déjà disponibles sur Internet et des sites totalement gratuits. Donc il vous est proposé dans ce rapport d'adopter un modèle de convention à passer avec les communes et les associations qui portent ces sites. À l'heure actuelle, 3 partenaires potentiels sont identifiés, à savoir les villes de Besançon et de Montbéliard et l'association Doubs Généalogie. Rapport adopté à l'unanimité. Donc pas d'opposition, pas d'abstention, à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport suivant. À nouveau, donc, une déclinaison donc, du BP 2018 avec l'attractivité de nos territoires et le développement de la pratique du ski. Donc, ce rapport a pour objet donc, la répartition du crédit de 160 000 € voté donc, pour le développement de la pratique du ski nordique dans les écoles élémentaires du Doubs, donc, à savoir en faveur des écoles situées en zone de montagne et en faveur des écoles situées en zone de plaine avec les différents intervenants et le comité départemental de ski. À savoir que sur l'année 2018-2019, donc, il y a une réflexion qui est en cours avec donc, le comité départemental de ski donc, pour faire évoluer le dispositif et en tout cas l'intégrer de façon plus, on va dire, de façon plus cohérente par rapport aux orientations juridiques qui sont portées actuellement. Adopté à l'unanimité. Pas d'opposition, pas d'abstention, à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport suivant. Virginie. Merci Madame la Présidente. Les recettes inscrites au budget de 4 collèges lors de leur CA n'étaient pas conformes aux orientations budgétaires de notre collectivité. Ceci a été observé lors du contrôle de régularité qui a été opéré par le département. Vous les avez inscrits vous avez le détail dans le présent rapport et donc il est proposé de régler les budgets 2018 des collèges Lumière à Besançon, Entre-Devel à Saône, Jean-Paul Guyot à Mandeur et Léo de Vigne à Seloncourt et Georges Pompidou à Pouillé-les-Vignes, conformément aux orientations de la collectivité et de autoriser Madame la Présidente à signer au nom du département les actes budgétaires correspondants. Donc, pas d'opposition, pas d'abstention, à l'unanimité, je vous remercie. Donc, nous passons à la 3e commission. Serge, le 310. Oui, le 310, c'est la suite logique de ce qui a été décidé hier. Donc, ça concerne l'affectation des autorisations de programme. Donc, je vais vous en donner la liste. En ce qui concerne la maintenance des réseaux structurants, les ouvrages d'art, 770 000, les risques naturels, 600 000, la signalisation, 198 000, les chaussées, 6 600 000, l'assainissement, 145 000, et sur le réseau de desserte, les ouvrages d'art, 1 200 000, les risques naturels, 330 000, la signalisation, 308 000, et puis là, on en arrive aux différentes PRT. Donc, PRT 12 centrales, 1 070 000.
le Grand Besançon 930 000, le Haut-Doubs horloger 940 000, le Haut-Doubs forestier 900 000, Loup-Lison 850 000, Pays de Montbéliard 580 000 et Porte du Haut-Doubs 1 030 000. À cela s'ajoute donc la maintenance courante, l'entretien courant 440 000, les actions de progrès sur 300 000, les véhicules matériels et équipements 2 millions, ça ce sont des AP qui vont de 2018 à 2020, hein. La sécurisation 950 000, l'accompagnement des OPSA 2 300 000. En ce qui concerne les aménagements routiers, là c'est plus ciblé, le carrefour de Chemaudin et Vaud 600 000 €. Sachant qu'on a une participation, on vous l'a dit hier, mais on a une participation de 100 000 € des communes. Le pont de Villers-le-Lac, 800 000. Le pont Bermont, 1 100 000. Et puis Montlebon-Morteau, sur les différents ponts qui vont de l'un à l'autre, sur 2 millions d'AP avec des travaux prévus 2019-2020. L'environnement routier, 150 000. Les études d'aménagement, 400 000. Les acquisitions foncières 300 000 et la maintenance du patrimoine cyclable 330 000. Si ça peut vous aider, je peux vous donner les dates de PRT. Soit je vous les donne, ou enfin de toute façon on vous les enverra, mais éventuellement. Hein. Donc le 17 janvier à 10h30 c'est le Grand Besançon et à 14h Loup-Lison. Donc ça c'est à Besançon, au STA. À 10h30 pour le Grand Besançon et 14h pour Loup-Lison. Le 24 janvier à 10h30, Montbéliard. Et à 14h, Doubs Central. Et ça, c'est au STA de Montbéliard. Le 31 janvier à 10h30, Haut-Doubs forestier. Oui, forestier, c'est ça. Et à 14h, Porte du Haut-Doubs. Et ça, c'est à Pontarlier, au STA. Voilà, de toute façon, vous aurez une invitation. Mais enfin, ça vous permet déjà de... Hein, en ce qui concerne le pays horloger, il faut que tu nous dises exactement quand est-ce que tu es disponible, si tu veux. Hein? D'accord. Voilà, donc il reste à passer au vote. Prise de parole de Claude. Voilà, merci Madame la Présidente. Oui, alors avec Daniel, on est déjà content parce qu'on va participer aux 3 PRT, puisque notre canton est concerné par les trois STA. Voilà, ça. On va monter à Pontarlier, Daniel. Je voudrais revenir juste sur... je vous ai écrit, Madame la Présidente, par rapport au pont de Beaume. Pour information, hein, des travaux qui ont été faits l'année dernière pourraient mettre en valeur ce pont, mais on a ce problème de peinture, en fin de compte, des arches. Vous avez répondu à mon courrier, bien entendu, que ça devrait être programmé en 2018. Il y a des études qui doivent être faites par rapport à, comme ça domine le Doubs, etc., donc avec l'agence de l'eau, avec la police de l'eau, etc. Donc c'est juste un petit rappel pour penser. C'est dommage parce qu'on arrive à ce pont, il y a de l'argent qui a été mis, de l'investissement qui a été fait, aussi bien par la ville de Beaume que par le département. Et voilà, les arches, l'état des arches dévalorise complètement le travail qui a été fait. Voilà, merci. J'ai souvenir de ton courrier auquel j'ai répondu et je m'étais moi-même rendue sur place et j'avais rencontré monsieur le maire de Baume-les-Dames et les services devaient me faire des propositions, c'est en cours. Voilà. Moyennant tout cela, on peut passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Donc, à la majorité. Nous passons au rapport suivant avec le SDASM. Notre ami Philippe. Merci Madame la Présidente. Effectivement, on arrive en fin d'année, après 2 années de travail, et il nous a venu le moment d'approuver le schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité des services au public, un remarquable rapport porté par le cabinet Rouge Vif Territoire. Et c'est un rapport très très intéressant pour nous tous, qui a contribué très fortement, je dirais, à la mise en place de PAC et de la répartition, entre autres, de l'enveloppe financière quant aux services absents ou présents sur les territoires. Donc il vous est demandé d'approuver ce document et puis demander au préfet du Doubs de bien vouloir arrêter ce document d'ici le 31 décembre 2017.
que c'est un rapport qui ne doit poser aucun problème puisque nous avons tous participé lors de ce SDASM avec beaucoup de réflexions et de déclinaisons sur le territoire. Donc pas d'opposition, pas d'abstention, à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport suivant, Philippe. Alors, le rapport suivant concerne les statuts de la Maison régionale de l'Europe en Bourgogne-Franche-Comté. Le choix de la région de créer une régie pour la gestion de ce bien nous va très bien, puisque nous passons en termes de contribution financière d'un montant de 54 000 € par an à une contribution de 20 000 € par an. Et qui plus est, nous allons pouvoir travailler davantage encore avec cette maison de Bourgogne-Franche-Comté, puisque le siège reste à Besançon, et que dans ce cadre-là, eh bien, nous sollicitons davantage cette maison. C'est le chantier qui nous attend. Donc il vous est demandé d'approuver les nouveaux statuts et de désigner comme représentant du département au siège du conseil d'administration de cette structure. Alors je crois que je vais demander à Christine. Parce que qui désigner la personne, c'est toi qui sièges? Oui, mais c'est Monsieur Alpi. Voilà. 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 Ouais. Voilà. Voilà. Présenter ce rapport. Excusez-moi, j'avais un petit moment de... Pas d'égarement, non, pas d'égarement. De relâchement. Petit moment de dispersion, égarement. Allons. Donc, moyennant le nom de Philippe Alpi pour l'Europe, là, la Maison de l'Europe, on peut passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Le rapport suivant, donc... c'est toi qui reprends, Denis, pour le 313. Oui, merci Madame la Présidente. Très rapidement, c'est la cession de participation détenue au sein des SEM. Nous l'avons évoqué dans le cadre du budget. Il s'agit effectivement de procéder à la vente des actions détenues par le département dans le capital d'Actia pour 608 847,40 € en faveur de la région. De procéder à la vente de 50 actions détenues par le département dans le capital de la SEM PMIE pour un total de 50 000 € en faveur de la région. Et de procéder à la vente de 50 actions détenues par le département dans le capital de la SEM PMIE, encore pour un montant de 50 000 € en faveur de PMA. Voilà ce rapport adopté à la majorité. Est-ce qu'il est à l'unanimité? Pas d'opposition, d'abstention? À l'unanimité, je vous remercie. Le rapport 314, pour toi, Serge? Attends. Oui, le 314 concerne les transports de voyageurs, donc notamment les lignes régulières, le rapport annuel du délégataire que nous devrons sur lequel nous devrons simplement prendre acte. Alors, en vitesse, je vous rappelle que la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a imposé au département de créer une commission consultative des services publics CCSPL, notamment lorsqu'il confie la gestion des services publics à des tiers par le biais de conventions de délégation du service public. Alors, l'examen des rapports annuels des délégataires réalisé le 19 octobre 2017 concernait l'exécution des DSP de transport interurbain au titre de l'année 2016. Les lignes Mobidou A et A Express entre Besançon et Pontarlier étaient gérées par la société Montjura Autocar pendant 7 ans. La délégation de service public a pris fin le 31 août 2016 et une nouvelle DSP a été attribuée à Keolis Montjura, à compter du 1er septembre 2016 pour une durée de 7 ans. Donc, l'examen du rapport annuel des délégataires, le premier bilan portait sur une période du 1er janvier au 31 août. Les lignes A et A Express gérées par la société Montjura Autocar n'ont pas connu une modification significative au cours de l'année 2016, tant en termes d'offres de remplacement de véhicules que de modifications tarifaires. On peut noter que la fréquentation de la ligne A et A Express a poursuivi son augmentation, une légère baisse sur la ligne A Express et une hausse de la ligne A. Donc ça compense l'un et l'autre compense. La commission a été informée qu'une nouvelle DSP était notifiée à compter du 1er septembre 2016 à l'entreprise Keolis Montjura pour une durée de 7 ans. En conclusion, et sur la base des éléments développés dans ce rapport et des annexes jointes, donc c'est ce qui est important, c'est les annexes, hein, je vous en passe le détail. Je
je vous demande de bien vouloir vous prononcer sur le projet de délibération figurant ci-après, à savoir, sur proposition de Madame la Présidente du département et après en avoir délibéré, le Conseil départemental prend acte des rapports d'activité 2016 transmis par la société Keolis Montjura au titre de la gestion de lignes régulières de transport de voyageurs et de l'avis favorable exprimé à l'unanimité rendu par les membres de la CCSPL sur la gestion de ce service. J'ai oublié de vous dire, il y avait une note au rapporteur. Oui, il y avait une note au rapporteur qui présentait la synthèse des rapports par la réunion de la commission consultative des services publics locaux. Voilà. Donc c'est ce qui est en train de vous être distribué. Donc tout ceci est assez dense, assez complexe. Je vous laisse le soin d'en prendre connaissance. Et donc je passe la parole à Madame la Présidente. Raphaël. Merci, Présidente. Simplement, pour une question de transparence, et étant salarié d'ici quelques jours d'une filiale du groupe Keolis, je souhaite simplement être exclu de ce vote. Merci. Très bien. Voilà. C'est bien qu'on puisse avoir les infos au fil de l'eau, comme je vous le dis. Donc, par rapport à ce rapport, donc il n'y a pas de vote, hein, me semble-t-il. Hein, cette voilà, communication sans vote. Non, mais nous saurons si rapport il y a. Voilà. On passe au rapport 315. Serge ? Oui, alors concernant les transports individualisés, c'est ce dont on a parlé ce matin. Donc pas de changement après ce qui a été dit hier. Hein, donc il y a une proposition d'affectation de 1 500 000 pour 2017-2018 sur ce transport individualisé. Voilà. Donc il y a un vote. Donc opposition, abstention. À l'unanimité, je vous remercie. Donc, nous avons terminé la 3e commission. Nous partons avec la 4e commission. Philippe. Merci, Madame la Présidente. Rapport 407. Et il est demandé à à l'Assemblée de prendre acte de l'ensemble des affaires pour lesquelles une action en justice a été engagée ou clôturée depuis le 23 octobre 2017, les marchés avenants réalisés depuis la séance du Conseil du 23 octobre 2017, et enfin les opérations financières relatives aux emprunts réalisés depuis la séance du 23 octobre 2017. Simplement prendre acte. Rapport 408. Oui. Il s'agit de l'affectation d'une AP concernant le secteur de l'efficience numérique interne et le développement des usages. Il est donc demandé à l'Assemblée d'identifier des crédits à hauteur de 274 000 € pour le développement des usages numériques internes, système d'information ressources humaines, gestion des délits, dématérialisation et système d'information sociale. Et dans un deuxième chapitre, d'affecter un montant de 471 000 € au maintien en condition opérationnelle des infrastructures et des logiciels, gestion des ouvrages d'art, etc., etc. Voilà, Madame la Présidente, ce qu'il faut adopter. Pas d'opposition, pas d'abstention. À l'unanimité, je vous remercie. Donc, je passe la parole à Florence pour le 409. Merci Madame la Présidente. Donc, le rapport 409 concerne le régime indemnitaire en tenant compte des fonctions des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. Je vais essayer de vous en faire une présentation assez succincte, mais malgré tout, j'espère, assez complète sur ce dossier qui est assez technique. Donc, l'évolution du régime indemnitaire est toujours un moment important dans la vie d'une collectivité, car cela concerne l'ensemble des agents et intéresse la vie de chacun des agents. En effet, au département, le régime indemnitaire représente 20 à 30% de la rémunération des agents de catégorie A et B et 16 à 23% de la rémunération pour les agents de catégorie C. Le RIFSEP se substituera au régime indemnitaire aujourd'hui en vigueur. Dans un contexte national tendu au vu des dispositions gouvernementales annoncées, à savoir la réduction du nombre de fonctionnaires à hauteur de 70 000 pour la fonction publique territoriale, la poursuite du gel du point d'indice, le rétablissement du jour de carence et le report du PPCR à 2019,
l'exécutif a pris la décision, ainsi qu'annoncé par Madame la Présidente lors de l'Assemblée de septembre dernier, de mettre le RIFSEP en place sur la base de 2 éléments essentiels dans la réflexion menée. Le maintien, voire l'amélioration du pouvoir d'achat des personnels et à fonction identique, régime indemnitaire identique. Ce dossier a nécessité un travail conséquent qui s'appuie sur 2 outils mis en place en 2017 au sein de notre collectivité. L'organigramme relatif à la mise en œuvre de cap.org et le référentiel métier. Le calendrier de ce dossier a été rythmé par différents temps d'échange entre élus, entre directions et dans le cadre du dialogue social. Cette concertation a permis de valider ce dossier par étapes. La volonté politique d'une rémunération sur le principe de l'équité pour les personnels, d'un maintien du pouvoir d'achat, voire de son amélioration, se traduit par une application du régime indemnitaire pour l'ensemble des contractuels, ce qui n'était pas le cas jusqu'à aujourd'hui, un régime indemnitaire identique pour des fonctions identiques avec une reconnaissance métier, un équilibre entre les filières et un équilibre entre les catégories, un effort équivalent pour la rémunération des assistants familiaux, avec une revalorisation de la part fonction globale, avec l'application du même pourcentage d'évolution, soit 1,63, que celui concernant la mise en place du RIFSEP. Le RIFSEP se déclinera en une indemnité de fonction, de suggestion et d'expertise qui concernera l'ensemble des agents et du complément indemnitaire annuel destiné à l'ensemble des personnels d'encadrement, quelle que soit la catégorie de l'agent. En termes budgétaires, ces nouvelles dispositions représentent une enveloppe globale de 1,6 million d'euros, répartie comme suit. 870 000 euros pour la part fonction, 30 000 euros pour la part expérience, 100 000 euros pour le CIA, 400 000 euros pour la mise en œuvre pour l'ensemble des contractuels et 200 000 euros pour la valorisation de la rémunération des assistants familiaux qui s'inscrivent dans le budget enfance-famille. Il est à préciser que la mise en place du RIFSEP correspondra à un maintien du régime indemnitaire actuel pour 20% des agents et sera plus favorable pour 80% des agents. Le maintien du régime indemnitaire sera assuré en cas de changement de fonction au sein d'un même groupe et également en cas de changement de groupe avec un principe d'écrêtement lors de la revalorisation de carrière. Ces modalités permettront de ne pas freiner la mobilité interne. En ce qui concerne l'application de ce RIFSEP, il sera mis en œuvre dès le 1er janvier 2018 pour les personnels éligibles et au fur et à mesure de la parution des décrets pour les personnels non éligibles à ce jour, avec des décrets attendus jusqu'en 2019. Notre RIFSEP, qui a reçu un avis favorable du comité technique des 30 novembre et 1er décembre, s'inscrit pleinement dans la reconnaissance métier initiée avec la mise en place de cap.org et représente une réelle avancée pour notre collectivité départementale en ce qui concerne la rémunération de l'ensemble des collaborateurs, avec l'application d'un principe essentiel, l'équité de traitement pour tous. Merci. Oui, bravo, Flo. David. Merci, Madame la Présidente. Félicitations à toi, chère collègue Florence, pour avoir empoigné le RIFSEP avec, je suppose, les services et les personnels compétents. Ce n'était pas chose aisée, hein, je me suis permis de dire quand il était proposé de présenter de façon synthétique les avancées de travail, je me suis permis de dire hors ligne, c'est pas gagné. Parce que c'est quelque chose effectivement de très tortueux, très technique, quelquefois un peu vaporeux et compliqué à mettre en place, si compliqué que beaucoup de collectivités ou de communes ne l'empoignent pas, ou en tout cas rechignent à vouloir l'empoigner. Donc moi je tiens à saluer effectivement le fait d'être allé dedans. J'aurais une question, quel est l'avis, s'il a été donné, des partenaires sociaux sur les différentes réunions de comités techniques qui se sont tenues, et au final, quel est leur positionnement? Alors au niveau du positionnement, comme je l'ai indiqué, au niveau du comité technique, ce dossier a reçu un avis favorable. Alors la validation s'est faite par étapes. On a beaucoup échangé sur les différentes parties, les différentes composantes de ce RIFSEP, mais l'avis global est un avis favorable pour l'application de ce RIFSEP avec une reconnaissance de l'effort qui est consenti par la collectivité, puisque cela représente, je le rappelle, 1,6 million qui, en coût supplémentaire par rapport à la rémunération des agents à la situation d'aujourd'hui. Donc voilà, un avis favorable.
propose de mettre le rapport au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Un gros dossier, Flo. Je peux te remercier parce que mais c'est un beau dossier aussi. On a beaucoup travaillé tous ensemble et tu as vraiment été parfaite sur ce dossier-là, avec l'ensemble des services qui t'accompagnaient. On passe au dossier suivant. Nous sommes sur les bâtiments administratifs. Vas-y. Et donc le dossier 410 qui concerne une mise à disposition des locaux SCI à Besançon, 28 rue Mégevant, à Besançon, au profit de l'établissement public foncier local du Doubs Bourgogne-Franche-Comté. Donc une mise à disposition à titre précaire pour la période qui court du 1er janvier au 31 août 2018, avec une redevance mensuelle à hauteur de 2 432,90 € et avec les modalités habituelles en ce qui concerne les assurances, les entretiens et grosses réparations. Et ce rapport a été validé à l'unanimité de la commission 4. Je pense à l'unanimité de l'Assemblée. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Je crois qu'on a terminé, me semble-t-il, les rapports ponctuels. Je suis, les amis, n'imaginez pas que... Donc, on va lire la motion, si vous en êtes d'accord. Vous l'avez depuis hier, c'est ça? Ce matin. Voilà. Donc, je vous propose de la lire. Elle a été partagée entre la majorité et la minorité. C'est bien ça, Martine? Vous aviez été... les échanges se sont faits avant même qu'on la rédige complètement. C'est bien ça. Donc, Conseil départemental du Doubs, session des 18 et 19 septembre 2017, motion relative au financement par l'État des agences de l'eau, proposée par l'ensemble des conseillers départementaux du Doubs. Les élus du Conseil départemental du Doubs, réunis les 18 et 19 septembre 2017 en session décembre 2017 en session budgétaire, s'oppose fermement à l'augmentation des prélèvements dans le budget des agences de l'eau décidée par la loi de finances 2018. Ces prélèvements sur les agences de l'eau à un niveau sans précédent auront surtout vocation à financer le fonctionnement d'établissements publics de l'État ayant peu de rapport avec la gestion de l'eau, parcs nationaux, Office national de la chasse et de la faune sauvage. Alors que les territoires sont confrontés à des enjeux majeurs en matière de lutte contre les pollutions et de restauration des milieux aquatiques, ces baisses mettent en péril les programmes d'action existants et dont l'atteinte des objectifs fixés par la directive cadre sur l'eau. Les conseillers départementaux du Doubs demandent donc de préserver les moyens financiers et humains des agences et de dédier intégralement le produit des redevances au financement de la bonne gestion de l'eau. À l'heure où les collectivités font face à de multiples défis, à l'heure du transfert aux EPCI des compétences eau potable, assainissement et GEMAPI, le rôle de l'agence de l'eau est plus que jamais essentiel. On était tous d'accord sur le texte. Je vous propose de voter la motion. Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Écoutez, à l'unanimité, je crois que sur un sujet tel que celui-ci, c'est super qu'on puisse apporter notre voix. Nous avons donc terminé. Vous avez les dates des... J'ai perdu ma feuille, je fais un peu le cirque ce matin, oui. Donc, le vote de la motion est fait. Les éléments du calendrier, vous les avez eus sur table, je crois. Vous n'oubliez pas la cérémonie des vœux. J'aimerais bien que vous soyez en fonction de votre disponibilité, donc à mes côtés, tous réunis pour les vœux au personnel, le jeudi 11 janvier 2018 à 17 h à la saline d'Arquesnan. Voilà, on tourne, comme toutes les années, une fois Montbéliard, une fois Pontarlier, une fois Besançon. Nous nous retrouverons ensuite pour la commission permanente le lundi 12 février
à 14h30, puisque le mois de janvier, nous n'avons pas de commission permanente. Je voudrais vraiment toutes et toutes encore vous remercier. Merci à vous, Séverine. Je crois que pour une fois, on a été plus limpide que d'habitude, me semble-t-il. Je vous vois moins fatigué et moins affecté par nos différents échanges. Merci encore une fois aux services, aux collaborateurs, aux élus. Merci pour cette belle séance. Il me reste à vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année. Je crois que nous avons tous besoin d'un petit peu de repos. Et puis, vous savez que nous avons donc le repas à partager puisqu'il était prévu. Donc, je vous demande pour que vous puissiez rester parmi nous. Il faudra que vous, de toute façon, vous puissiez vous restaurer à midi. Donc, si on pouvait partager encore un petit moment de convivialité, ça serait parfait. Martine ? Oui, merci Madame la Présidente. Je voudrais également saluer le bon climat qui a régné autour de ces 2 jours et préciser pour la cérémonie des vœux que les vœux du département auront lieu en même temps que les vœux de Pays de Montbéliard agglomération, ce qui rend l'exercice difficile pour certains d'entre nous. Donc, j'irai personnellement à Pays de Montbéliard agglomération et je voudrais l'exprimer publiquement parce que je ne voudrais pas que la défection, enfin que ce soit perçu comme une défection du département. Donc, par avance, je présente des vœux à l'ensemble des collègues et des collaborateurs et en particulier à ceux qui vont s'envoler vers d'autres horizons, que ce soit des grandes vacances ou un autre poste, en leur souhaitant la pleine réussite. Voilà, merci Madame la Présidente. Je vous en prie. Qu'est-ce que c'est ça ? Oui. Alors, attendez encore 30 secondes, là. La technique me dé... Quoi ? Ah ben, vous me dites oui, vous me dites non. Non, nous nous retrouvons pour l'apéritif et pour le repas. Voilà, c'est clos.